sur les principaux chiffres de showroom privé en 2014, ça va être un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros, un petit peu moins 490, 40% de croissance, une rentabilité depuis le départ, parce que nous on est autofinancé, on a simplement vendu une part minoritaire à Accel Partners en 2010 pour 50 millions de dollars, mais on est autofinancé et rentable. Forte croissance qui est tirée par la mode, notre premier pilier, la mobilité, qui effectivement draine de plus en plus de consommateurs engagés, et l'international, qui représente déjà 20% de nos ventes. Alors on fait une part très importante de notre chiffre d'affaires sur mobile, c'est près de 50% sur ces derniers mois, et ça fera à peu près 45% sur l'ensemble de l'année. Donc plus de 200 millions, donc c'est effectivement très important. Alors c'est lié à plusieurs raisons. Un, notre modèle économique qui est plutôt très engageant, puisqu'avec des offres régulières tous les jours, ça permet d'amener l'utilisateur sur la mobilité, ce qui est un point important. Deux, on a investi très tôt sur la mobilité dès 2011. Comme Challenger, on se devait et cette technicité, cette agilité qu'on avait a fait qu'on a lancé nos apps dans tous les sens très vite et pour du coup conquérir des parts de marché importantes. Et puis trois, on a même été en télé. En ce moment, effectivement, on parlait de la pub Je commande partout fastoche grâce à mon appli en poche, qui fait que du coup, près de 50% des ventes. Alors, la conversion est effectivement moins importante que sur le site, puisqu'on a 65% d'audience qui est réalisée sur un terminal mobile pour 50% de chiffre d'affaires. Donc, on voit bien que la conversion est un peu plus petite. Cependant, elle augmente pour plein de raisons. Un, le consommateur devient de plus en plus mature. Et deux, on a beaucoup travaillé l'ergonomie. C'est-à-dire qu'on a pensé chaque appli non pas comme une déclinaison du site internet, mais comme une expérience d'achat en tant que telle, et ce qui fait que du coup on a travaillé sur les conversions, les moyens de paiement, et c'est ce pourquoi les conversions sont plus si éloignées maintenant. Alors concernant les choix des placements mobiles, nous, notre volonté chambre privée, c'est d'offrir le choix le plus large possible et adapté à chaque pays, à chaque consommateur. En Europe, vous avez des tonnes de moyens de paiement différents, iDeal aux Pays-Bas, Multibanco au Portugal, qui sont des mécaniques que l'on ne connaît pas. La carte bleue, la CB bleue existe qu'en France, par exemple, c'est assez intéressant. Donc le but du jeu était déjà d'essayer d'apporter tous les services possibles, plus des services en plusieurs fois, etc. On a même lancé le Bitcoin, on a été le premier gros site marchand à lancer le Bitcoin il y a près de 2 mois, aux Pays-Bas et en France. Donc on essaie finalement de répondre à tous les besoins, et d'être assez pragmatique, c'est-à-dire le plus il y a de possibilités de paiement, a priori le plus on intéressera de consommateurs. Est-ce qu'on est présent sur PayPal? Oui, on est présent sur PayPal, ça fait à peu près 15% de part de marché en France et jusqu'à 25-30% dans les pays. Et notamment dans les pays plus immatures comme la Pologne, les taux de pénétration PayPal sont plus importants parce qu'ils sont gages et réassurance. Quant au NFC, ça nous concerne moins, on n'est pas un magasin physique, donc on n'est pas encore dans cette problématique-là. Alors pour le beacon, en tout cas, nous on n'est pas encore focalisé sur le beacon pour la simple bonne raison que je pense que ça va être dans un deuxième, voire troisième, voire quatrième temps. Je pense que déjà il y a des mécaniques de web to store assez simples qui sont à créer, qui sont à mettre en place. Il y a le paiement mobile, je crois beaucoup au paiement mobile dans le magasin qui va permettre de faire beaucoup de choses et d'intégrer la data dans le magasin pour mieux appréhender les parcours clients. Le beacon est pour moi déjà assez agressif dans le parcours de l'utilisateur. Et pour moi, ça viendra quand les magasins seront digitalisés, quand on sera déjà dans un vrai magasin connecté, et on en est encore loin. Alors le big data est chez nous aussi important, pour pas mal de raisons. Un, on s'est construit déjà avec une approche très ingénieuriale, j'ai envie de dire, dès le départ, en créant une société très lean et en travaillant beaucoup sur des KPI que l'on a mis en place. Donc ce qui fait qu'on est dans une culture de la donnée très tôt, mais plutôt une donnée analytique, c'est-à-dire qu'on va analyser tout un tas de KPI pour suivre l'activité de l'entreprise. Là, on est en train de basculer sur un mode prédictif pour être capable du coup de prédire et de comprendre des comportements. Et c'est pour moi la vraie raison d'être du big data, c'est de ne pas être dans l'analytique finalement, même si il est quand même complexe de regrouper une vision 360 de nos clients. La vraie stratégie, c'est d'être dans une prédiction et d'aider par exemple nos marques à mieux produire grâce aux données que l'on possède. Nous travaillons actuellement sur les solutions prédictives autour de la big data, autour d'outils comme Dataiku, DataRobot, qui sont des outils qui nous aident à modéliser et à mieux connaître l'importance des différents paramètres dans tous les différents parcours et questions que l'on se pose sur le consommateur ou sur ses choix. Parce qu'on est encore très expérimental, c'est compliqué, il a fallu déjà être capable de créer une vision 360 de notre client. Avant, on avait des données sur le site, sur Google Analytics, des données dans la base de données, des données sur le mobile ailleurs, donc des données sur le mail dans un autre outil. Donc rien que le fait de consolider dans une base 360 était un travail extrêmement de longue haleine. Alors, est-ce qu'on fait du tracking cross-device? Oui, bien sûr. D'autant plus que le membre, pour venir chez nous, doit se connecter, donc va nous dire où il est en permanence dans sa journée. Et ce que l'on observe, c'est que l'arrivée du mobile et de la tablette a changé un peu les horaires de consommation. Auparavant, nos ventes étaient concentrées le matin, à midi et vers 18-20 heures. Et là, maintenant, on est beaucoup plus lisse dans la journée, jusqu'à même des pics de vente qui vont très tard le soir, notamment avec l'arrivée des tablettes et du mobile, parce que je pense que plus personne maintenant regarde la télé les mains vides
Et donc le phénomène du double écran fait que du coup, ça a ouvert et ça a changé quelque peu les comportements de nos consommateurs. Concernant la marque venteprivée.com, c'est un sujet effectivement qui a repositionné dans un contexte, puisque nous, cette attaque était faite en réaction de défense face à de nombreux descentes d'huissiers et de gendarmes suite à des attaques de notre concurrent, quand effectivement on a commencé à prendre un poids plus important sur ce marché, et on s'est simplement défendu parce qu'il nous semblait important et normal pour les consommateurs, pour les marques et pour nous d'utiliser les termes génériques de notre métier, d'autant plus que c'était un métier que l'on faisait avant que Vente Privée existe, puisque moi, mes associés faisaient de la vente privée physique dans des magasins dès 97, 98, 99 au showroom 30 à Paris. Donc on a simplement dit à la justice, c'est un mot qu'on utilisait et on ne voit pas pourquoi on n'aurait pas le droit de communiquer sur le terme générique de notre métier. C'est comme si vous vendez des voitures sans prononcer le mot voiture. Donc la justice nous a donné raison, ça n'empêche pas que la marque Vente Privée existe encore, le site existe encore, et tant mieux. Ce qu'on veut simplement, c'est de pouvoir utiliser le nom caractéristique de notre industrie.